Bienvenue à tous. On est désolé, il y a eu un petit souci technique sur le Zoom. Donc, bienvenue à cette quatrième audition d'experts dans le cadre du projet ClimatSup INSA avec le groupe INSA. Et aujourd'hui, c'est donc Nicolas Raillard qui nous a rejoint. Il est membre du Shift Project depuis 4 ans, expert en gestion des systèmes complexes dans la transition écologique. Et il nous présentera les scénarios énergétiques et la vision systémique. Et ensuite, nous débattrons de ces sujets, ainsi que des compétences et des connaissances associées dans le cadre des formations ingénieurs. Je vais rapidement te céder la parole, Nicolas, pour récupérer un peu de temps. Super. Alors, merci déjà de m'inviter à cette audition. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à mon humble hauteur à la construction d'un programme comme ça d'enseignement sur les enjeux socio-écologiques à l'INSA. Alors, je tiens à préciser d'une part que je ne suis pas expert en ingénierie de système ou en vision système, je suis plutôt un praticien de ces approches-là. Donc, je vais partager un petit peu cette expérience avec vous et essayer de mettre l'accent sur comment je l'utilise, notamment maintenant que je suis ingénieur sur ces enjeux plus sociétaux, on va dire. Alors qu'avant, j'étais ingénieur dans l'aéronautique et c'est dans ce cadre-là que j'avais à la base utilisé ce type de méthode. Donc, je vais parler à la fois de cette approche système et puis, dans un second temps, je vais parler de prospective, comme l'a dit Damien, en transition énergétique. Alors, ce qu'on appelle un peu pompeusement l'approche système, si j'essaye de synthétiser en quelques mots ce que ça représente, pour moi, c'est un ensemble d'outils qui vise à organiser des données, des compétences et des connaissances pardon, sur un système complexe. Alors, le système étant complexe, on a du mal à le visualiser mentalement, donc on a du mal à le comprendre, et donc on a besoin d'outils qui vont nous permettre de nous poser des questions appropriées sur ce système pour mieux le cerner, pour le cerner sous différents angles, et ça permet donc, comme je le disais, de mieux comprendre ce système. Et donc, ça permet aussi de mieux partager la connaissance à propos de ce système avec des collègues ou avec d'autres parties prenantes autour de ce système. Et in fine, ça va nous permettre de mieux agir sur ce système. Et donc, ça, c'est une approche très ingénieure, l'ingénieur faisant le lien entre la connaissance et l'action, euh, la recherche scientifique et la conception d'un système ou le réglage d'un système ou l'influence sur un système. Alors le système, si je prends la définition par le handbook, donc le guide de l'ingénierie système de la NASA, ce serait un ensemble de composantes reliées entre elles qui interagissent les unes avec les autres, euh, organisées afin de répondre à une fonction donnée. Donc ça, je trouve que c'est une définition qui correspond bien euh, à la définition qu'on pourrait donner d'un système technique, c'est-à-dire d'un système d'ingénieur. L'ingénieur, il est là pour concevoir un système qui va répondre à un besoin donné. Et puis, une fois qu'on a conçu efficacement ce système, qu'on l'a construit, produit, et bien, il va répondre effectivement à un but, à une fonction. Donc, on retombe bien sur la définition que nous propose là ce guide de la NASA. Sauf que on peut penser à bien d'autres systèmes qui vont nous intéresser, notamment dans le cadre de la transition énergétique, et que je pourrais qualifier de système humain en opposition au système technique. Donc le système humain, ce sera un système dans lequel un grand nombre de composantes, eh bien, en fait, ce sont des êtres humains ou bien ce sont des institutions humaines ou voilà, des groupes, des groupements humains. Ça peut être des entreprises, des institutions, l'État, des individus, des citoyens. Et donc le système humain est composé de ces gens-là et éventuellement ces gens-là qui interagissent avec des systèmes techniques. Donc si je prends un exemple de système technique, ça peut être un avion, ça peut être le système, le réseau électrique, ça peut être le système de télécom, ça peut être une automobile. Voilà, là, tout ça, ce sont des systèmes techniques qui ont été conçus par des ingénieurs. Donc leur caractéristique, c'est qu'on les connaît bien et quelque part, on a dû développer ces systèmes grâce à des outils d'ingénierie des systèmes
mais on les connaît assez bien. Les systèmes humains sont différents parce qu'ils n'ont pas été ingénieriés, ils n'ont pas été conçus par des ingénieurs, ce sont plutôt des systèmes qui ont émergé. Comme système humain, je peux vous donner l'exemple du système de mobilité français, c'est-à-dire le système qui permet aux personnes de se déplacer d'un endroit à l'autre, voilà, de prendre une voiture, de prendre un vélo, de prendre le train, etc. Donc c'est tout un système. On pourrait aussi penser par exemple au système financier. La finance, c'est un système qui est constitué d'entreprises, qui est constitué d'individus. L'économie en elle-même, c'est un gigantesque système humain, etc. Et puis encore un autre niveau, on pourrait penser au système naturel. Donc, vous pouvez penser par exemple au système climatique, au système océanique, à tel ou tel écosystème. Et moi, il me semble intéressant, en tant qu'ancien ingénieur système technique, de voir comment ces méthodes que j'ai pu appliquer à l'époque, eh bien, en fait, gardent une pertinence sur, y compris les systèmes humains, et parfois aussi sur les systèmes naturels. Donc là, vous avez une image, là, les DODAF Fuse, donc c'est une vue de... Alors le DODAF, c'est le Department of Defense, donc c'est américain, qui propose des outils de visualisation de l'architecture d'un système, donc c'est très approprié pour les systèmes techniques. En tout cas, vous avez là chacun de ces logos, c'est une vision différente du système. Et donc ça vous fait comprendre qu'on va visualiser du coup le système sous un grand nombre d'angles différents. Et donc on se pose, à chaque angle qu'on prend, on va se poser un jeu de questions supplémentaires sur ce système et ça va permettre de mieux le comprendre et de mieux le partager. Alors pourquoi on parle de système complexe? On parle de système complexe dans le cas où le système est composé d'un grand nombre de composants qui interagissent les uns avec les autres. Et ça se caractérise par une caractéristique classique, ça va être les boucles de rétroaction entre les différents éléments du système, c'est-à-dire un élément qui agit sur un autre et cet autre-là va agir en retour sur le premier. Et donc ça va créer des comportements pas forcément intuitifs, par exemple de type exponentiel ou des choses comme ça, des comportements oscillants. Vous avez une caractéristique qui va être l'hétérogénéité des différents éléments du système. Donc si je prends par exemple le système être humain, un être humain c'est un système complexe composé de milliards de cellules qui interagissent les unes avec les autres, et bien certaines cellules vont être spécialisées, vous allez avoir des cellules de foie, des cellules de rein, des cellules de poumon, donc il y a des spécialisations, des fonctions remplies différentes et tout ça qui interagit les uns avec les autres. Donc voilà quelques grandes caractéristiques d'un système complexe. Alors pour aborder ces systèmes, donc comme je le disais, il y a différents types d'outils qu'on a développés dans le cadre de l'ingénierie des systèmes techniques, on va dire. Ce sont des méthodes qui permettent de mieux visualiser, comme je l'ai dit, les systèmes. Ça peut être aussi des méthodes pour modéliser ces systèmes-là, c'est-à-dire pour pouvoir les voir en action dans telle et telle situation. Donc imaginer des sortes de scénarios où on verrait le système évoluer. Donc grâce à la modélisation, ça nous donne une meilleure idée de comment le système peut se comporter et parfois ça fait apparaître des comportements auxquels on n'avait pas pensé intuitivement à propos de ce système. Donc ça va nous apprendre des choses supplémentaires sur ce système. Et puis des outils qui permettent de concevoir, voire de reconcevoir les systèmes. Donc à chaque fois, hein, je leur ai dit, le but c'est de se poser des questions pertinentes, d'autant plus pertinentes si le système est complexe. Alors là, vous avez deux petits exemples. Là, ce sont des simulations de type Monte Carlo, donc c'est un outil qu'on pourrait qualifier d'utile dans le cadre de la réflexion système, où on va simuler des situations stochastiquement, donc aléatoirement, on tire des situations. Donc là, on voulait étudier comment un système de livraison des achats à domicile permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation dans laquelle les gens vont chacun chercher leur achat à la grande surface. Donc on remplace cette situation-là par une situation où on livre tous les ménages à domicile. Et en fait, en tirant une dizaine, une centaine de situations au hasard, et bien on essaye d'obtenir
une valeur moyenne de l'efficacité de la tournée par rapport au fait que chaque personne aille chercher en voiture ses courses. Alors, un autre outil qui est utile en ingénierie des systèmes, là c'est un exemple que moi-même je n'ai pas utilisé, c'est ce qu'on appelle le Agent-Based Modeling. Donc c'est un petit exemple. Là l'idée c'est de modéliser des agents qui ont chacun un comportement simple. Ici en l'occurrence, ce sont des gens qui doivent réaliser une évacuation d'urgence d'une salle. Donc voilà, c'est une salle très remplie, il y a une petite porte de sortie et on lance un top, une alarme et tout le monde essaye de sortir en même temps. Et on simule deux situations, une situation dans laquelle il y a juste une porte ouverte et une autre, c'est la même situation, mais on a mis une colonne face à la sortie. Et en fait, on s'aperçoit d'un comportement émergent, on peut dire, pas intuitif, c'est que dans ce cas-là, avec la colonne, et ben en fait, les gens sortent plus vite et il y a moins de gens blessés en essayant de sortir d'urgence. Voilà, ça c'est juste pour illustrer deux outils de l'ingénierie des systèmes, mais il y en a plein d'autres. Alors j'avais envie de faire un petit focus sur l'ingénierie des systèmes, sur ce qu'on appelle le cycle en V. C'est un outil qui permet de concevoir des systèmes techniques à la base, mais je trouve que cet outil-là peut avoir, en tout cas peut poser des questions intéressantes également sur les systèmes humains. Alors ce cycle en V, donc, comme je le disais, c'est une méthode de conception et de vérification d'un système. Donc en fait, on part de l'exigence du client, du besoin du client. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre à quoi le système va servir, on essaie de comprendre sa fonction, quel type de mission le système va devoir réaliser, donc à quoi il va servir. Puis ensuite, on décline ces exigences, donc on analyse plus finement le besoin, on essaie de comprendre ce besoin, de le décliner en sous-besoins, etc., jusqu'à obtenir une architecture physique dans laquelle on dit bon, bah, telle composante peut répondre à tel sous-besoin, telle autre composante peut répondre à tel sous-besoin. Ensuite, on va construire ce système, on va le mettre en œuvre, et ensuite on va pouvoir le vérifier composant par composant, puis assemblée de composants par assemblée de composants, puis le système final. Donc ça, c'est pour les systèmes techniques. Et alors, ce que j'avais pu faire, c'était me poser des questions sur le système de mobilité avec cette approche. Donc là, l'idée, c'était de partir du besoin et donc de se demander à quoi sert le système de mobilité. Donc à quoi ça sert de se déplacer, pourquoi les gens se déplacent. Donc là, l'idée, c'était de se dire qu'en fait, un système de mobilité permet à une population d'accéder à des activités. C'est ça le besoin auquel on doit répondre. Alors c'est un besoin qui est complexe, donc on doit le décomposer en sous-besoins. Par exemple, dire bon bah les gens vont vouloir se déplacer pour aller faire des courses, donc il va falloir qu'ils puissent transporter des choses. Les gens vont se déplacer pour accompagner des gens dans la voiture, donc il va falloir qu'ils puissent transporter des gens. Les gens vont se déplacer pour aller aux urgences, donc il va falloir aller vite. Les professionnels vont se déplacer, je ne sais pas, pour faire le plombier, va devoir se déplacer pour passer de maison en maison, donc il va falloir qu'il puisse transporter du matériel. Donc on va examiner le besoin, on va le décomposer, et puis aussi on va se dire, bah oui, mais alors pour que ces besoins aient lieu, on a aussi besoin d'infrastructures, on a aussi besoin de routes, de pistes cyclables, de voies ferrées, etc. On a aussi besoin de services qui vont venir autour de ces systèmes de mobilité et qui vont leur permettre de fonctionner de manière adéquate. Et une fois qu'on a bien décomposé le besoin, on est capable de décrire une solution physique. Et ce n'est que après avoir décomposé le besoin qu'on dit bon, bah alors, pour ce type de trajet, on va proposer tel type d'infrastructure, tel type de matériel roulant. Donc on va dire bah, tiens, pour aller à la boulangerie à moins de 3 km, les gens peuvent prendre un vélo. Pour aller au travail à moins de 10 km, bah, ils vont pouvoir prendre un vélo électrique, je ne sais pas. Et donc, ça permet de réfléchir le système de mobilité sous une contrainte nouvelle. Donc une contrainte, par exemple, si on se dit qu'on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ou bien si on se dit que bientôt on va venir à manquer de pétrole, bah, il paraît utile de se poser ces questions-là et de dire bon, bah, comment on va pouvoir continuer à accéder à nos activités. Donc
Donc c'est pour ça qu'il est important de bien définir le besoin tout en ayant cette contrainte nouvelle. Et donc on peut décrire des solutions physiques et donner la priorité plutôt au vélo, à essayer de moins se déplacer tout en ayant accès à l'activité, par exemple via le télétravail. Voilà. Donc on pense les infras, les véhicules, quel type de législation ou de marché on aurait besoin, qu'est-ce qui pourrait favoriser l'émergence de ce nouveau système de mobilité. Puis une fois qu'on a imaginé un système de mobilité, il est important de quelque part essayer de le tester. Alors dans la réalité, on ne peut pas vraiment tester ce système de mobilité parce que ça requerrait des millions en infrastructures, en nouveaux véhicules, équiper les gens, etc. Mais on peut se poser des questions utiles en essayant d'imaginer des situations de déplacement de gens et voir comment ces situations pourraient se réaliser ou pas. Alors un outil pour ça, là c'est ce qu'on appelle les use cases dans des diagrammes de type UML. Donc c'est essayer d'étudier les cas d'usage, comment les gens vont utiliser le système en question. Donc là, on retrouve aller faire les courses, aller chercher quelqu'un au travail, partir en vacances, faire visiter un site industriel, etc. Et donc, c'est des diagrammes très très simples, mais qui se focalisent sur une question, bon, bah, quels vont être vraiment les différents types d'usages de mon système. Et puis, il peut y avoir des usages croisés, c'est-à-dire que je peux, en même temps que je pars en vacances, bah, faire du covoiturage. Donc, ça change un petit peu le besoin. Et voilà, donc c'est un type de diagramme qui met l'accent sur ces questions-là. Il y a plusieurs manières de faire. Hein. Soit on peut essayer de lister l'ensemble des cas possibles de déplacement. Voilà, c'est impossible parce qu'on a une population complète de 60 millions de personnes, donc on n'arrivera jamais à tester tous les cas. On peut catégoriser les grands cas de déplacement, donc comme je le disais, peut-être par catégorie de distance ou par motif. C'est-à-dire, est-ce que je veux aller plutôt au travail, est-ce que je vais faire les courses. On peut aussi imaginer, ça c'est des méthodes plus sociologiques, on peut imaginer quelques grands idéotypes, c'est-à-dire des personnages qui vont exemplifier telle ou telle catégorie de population avec tel mode de vie. Et on va décrire la vie de ces gens-là et puis voir un petit peu comment ils s'en sortiraient dans ce système qu'on propose. Alors je voulais faire un rapide focus, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, sur la dynamique des systèmes. Ça, c'est une thématique qui, je trouve, revient un petit peu à la mode. Hein. Alors ça l'est toujours un petit peu, on va dire, parce que dans les années 70, je ne sais pas si Olivier Wiesdal vous a déjà parlé de cette approche-là, mais on a une équipe du MIT au début des années 70 qui a été mandatée pour concevoir à l'aide d'un nouvel outil de modélisation qui venait d'être produit, qui s'appelle la dynamique des systèmes, concevoir un modèle du monde qui permettrait de répondre à une question de type si on continue à ce rythme de croissance, de croissance de l'économie, jusqu'où on peut tenir quelque part. Et donc, ils ont produit plusieurs scénarios et ils ont tenté de répondre à cette question. Et ils se sont basés sur la dynamique des systèmes qui met en avant des jeux entre des stocks et des flux et qui met en avant les interactions et les boucles de rétroaction entre ces stocks et ces flux, ce qui permet de tester, en fait, de simuler des comportements de type exponentiel, de type oscillant, de différents types. Et en fait, il s'est trouvé que ça a été, a posteriori, ça a été une réussite dans le sens où leur scénario business as usual est celui qu'on suit le mieux depuis 40 ans par rapport aux autres modèles macroéconomiques qui n'ont jamais été capables d'atteindre ce degré de prédiction, on va dire, en termes de production économique. Donc là, voilà, c'est un diagramme que j'ai retrouvé qui représente leur modèle World 3. Alors, je ne sais pas à quelle échelle ça leur représentait, mais voilà, pour montrer que c'était quelque chose d'assez complexe. Alors, j'ai encore quelques minutes pour parler prospective. La prospective, donc c'est une manière de se projeter dans le futur ou dans les futurs, la prospective.
Et c'est un outil qui est, pourquoi on fait de la prospective? Pour projeter des systèmes qui sont complexes et qui sont soumis à beaucoup d'incertitudes, on va dire. Et ça dépend évidemment de l'échelle de temps à laquelle on veut se projeter. C'est-à-dire que si on veut se projeter sur le temps très long, eh bien, ça va magnifier toutes les incertitudes qu'il y a. Et donc, quelque part, si la constante de temps de mon système est courte devant le temps, sur lequel je veux l'étudier, eh ben, il va y avoir beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire que l'environnement va pouvoir changer significativement autour de mon système, et donc le système va devoir se réadapter, va évoluer. Donc c'est une méthode utile pour le temps long sur des environnements incertains. Dans l'ingénierie des systèmes techniques, on a un outil qui s'appelle la sûreté de fonctionnement. Enfin, c'est un ensemble d'outils qui s'appelle la sûreté de fonctionnement, qui en fait n'est pas si bien adapté que ça quand il y a une incertitude radicale. C'est-à-dire que cet outil sûreté de fonctionnement prend en compte les incertitudes. Donc c'est des modes de défaillance, on va dire. Voilà, dans mon système, il est possible que telle pièce soit défaillante, qu'elle casse, et puis telle autre aussi. Et puis en fait, si les deux cassent en même temps, il y a tel risque que ça casse telle autre composante et qu'il y ait une fonction vitale de mon système qui soit plus remplie. Et donc, je veux absolument éviter ces modes de défaillance-là. Mais ça suppose de pouvoir lister l'ensemble des modes de défaillance et ça suppose que les modes de défaillance ne soient pas trop en interaction les uns avec les autres. Donc, c'est un outil qui n'est pas si bien adapté que ça à nos sujets d'études qui sont complexes et qu'on projette sur le temps long. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça peut être que ces incertitudes, là, je vous donne une sorte de liste des catégories d'incertitudes qu'on avait établies lors d'un projet il y a 2 ans au Shift. On se demandait comment faire de la prospective en transition énergétique. Donc, on représente notre système énergétique là, de manière très très schématique. Et puis, on liste un peu autour de ce système énergétique. On va lister toutes les choses de l'environnement extérieur au système qui vont influer sur le système énergétique et sur son influx à long terme, donc sur sa transformation à long terme, d'ici 30 ans, 40 ans. Donc on peut penser aux technologies qui seront accessibles d'ici 30 ou 40 ans. Et ça, il y a une infinité de situations possibles. Donc ça va être la maturité technologique de ces technologies, mais ça va être aussi leur maturité commerciale. Est-ce qu'on imagine que, je ne sais pas, l'hydrogène puisse se massifier d'ici 20 ans? Oui, sûrement. Est-ce qu'on imagine qu'on a la fusion nucléaire? On ne sait pas. Est-ce qu'on a les voitures autonomes? Voilà. Donc il y a de l'incertitude là-dessus. On va avoir des incertitudes sur le niveau de ressources auxquelles on aura accès d'ici là. Donc soit ce sont des ressources importées, alors là on peut imaginer cet accès aux ressources par leur prix. On peut se dire que si les ressources deviennent moins accessibles, leur prix va être plus haut. Donc il faut poser des hypothèses sur ces prix pour voir si notre scénario est réaliste ou pas. Il va falloir aussi poser des hypothèses sur le niveau de disponibilité des ressources locales, notamment, alors là il y a des incertitudes vis-à-vis du changement climatique, vous en avez peut-être parlé avec Félix lors de la première audition. On n'est pas encore sûr du niveau de productivité des sols d'ici 20 ou 30 ans, parce que ça dépendra des différents scénarios d'évolution climatique. Ces évolutions climatiques vont aussi peut-être influer sur notre capacité à produire de l'énergie locale, éolienne, solaire, photovoltaïque. Il y a des incertitudes éventuellement sur la démographie en fonction des zones qu'on va étudier. Il y a des incertitudes sur l'évolution des modes de vie et des comportements, notamment vis-à-vis de la consommation d'énergie, ça va être important. Il y a des incertitudes sur les politiques publiques qui vont être prises, sur le cadre géopolitique dans lequel s'inscrit notre système énergétique. Il va y avoir aussi des incertitudes sur le comportement des entreprises. Est-ce qu'elles vont se délocaliser? Est-ce qu'elles vont se relocaliser? Etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets d'incertitude et pour chacun de ces sujets d'incertitude, en fait, on peut raconter à peu près une infinité d'histoires différentes parce qu'on se projette dans le temps long. Et c'est pour ça qu'on a besoin de méthodes prospectives.
Alors, cette méthode prospective, elle donne souvent lieu à des créations de scénarios. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'incertitudes que finalement, on préfère raconter une histoire qui vient fixer le niveau, fixer ces différents déterminants là, desquels je parlais. Donc, on va dire, bon, ben, moi, je pense que dans tel scénario, on aura accès à la voiture autonome, on aura accès à tel type de production d'énergie de manière massive. Par contre, on n'aura pas accès à telle ou telle autre technologie. Et puis, on imagine aussi dans ce scénario que le contexte géopolitique sera favorable au développement commercial des éoliennes, etc. On peut imaginer plein de choses. Et puis, on va avoir un autre scénario, on raconte une autre histoire, et puis on évalue dans cette autre histoire comment le système énergétique se réorganiserait et quels seraient les grands impacts de ce système énergétique. Est-ce qu'il émettrait plus de CO2, etc., etc. Donc voilà, on raconte des scénarios, on raconte des mondes et on se fixe des indicateurs pour comparer les mondes les uns avec les autres. Donc j'en ai cité un, là, les émissions de CO2, mais on peut aussi évaluer un monde sur, je ne sais pas, le niveau d'emploi, combien de gens doivent travailler dans ce monde-là pour produire de l'énergie, par exemple. Combien d'énergie on consomme, ça peut être un indicateur intéressant. Quel est le niveau de santé des gens, etc., etc. Alors, ce qu'on voit un peu dans la littérature, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui produisent des scénarios de ce type. Et il y a une certaine tendance à se focaliser sur la notion de scénario, c'est-à-dire qu'on veut absolument raconter une histoire, mais finalement, on oublie un peu de mettre en avant les questions qu'on s'est posées à l'origine de ces histoires, parce que ces histoires, finalement, ce sont des outils pour répondre à des questions qui doivent venir en amont. Et il me semble important de mettre ces questions-là en avant. Alors pour donner un exemple sur ce que peuvent être ces questions, nous il se trouve qu'on a fait un exercice de prospective là, au cours du premier confinement, qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française. Et on se posait un certain nombre de questions. Euh, et finalement, pour répondre à ces questions, on n'a pas eu besoin de construire un scénario complet. On n'a pas eu besoin d'avoir un modèle qui décrit le monde entier et qui décrit année après année ou seconde après seconde ce qui se passe d'ici 50 ans. On a plutôt conçu des outils appropriés pour répondre à chacune des questions et ça permet de rendre l'exercice plus transparent, plus compréhensible et donc plus communicable aussi. Donc nous, on s'est posé des questions, voilà, quel monde bas carbone et résilient? Est-ce que ces mondes sont cohérents énergétiquement parlant? Quelle est leur intensité matérielle? Et donc pour chaque question, on se demandait quelle méthode on peut mettre en place pour répondre à ces questions-là, sans forcément avoir un gros modèle qui nous sort l'ensemble des réponses et qui simule tout. Négawatt, par exemple, c'est un scénario assez connu dans le milieu de la prospective, et aussi auprès du grand public, se posent d'autres types de questions qui sont tout aussi légitimes et qui apportent des choses différentes au débat sur la transition énergétique. Voilà, j'en ai fini là pour la partie un peu présentation des sujets avec quelques focus. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde tout de suite quelques idées sur les connaissances, compétences que l'ingénieur Oui, ingénieur de demain. tu peux Ouais, finir ta alors présentation. Ouais. très bien. Alors effectivement, l'équipe projet là m'a proposé de donner mes idées sur quels seraient les outils, les compétences, les connaissances qui seraient utiles à l'ingénieur de demain sur les enjeux socio-écologiques, énergétiques, prospectifs. Donc là, je me focalise sur l'approche système et sur la prospective. Alors évidemment, il me semble crucial de donner aux étudiants des clés sur le fonctionnement et sur le fonctionnement actuel du système énergétique français ou pourquoi pas d'autres pays aussi, hein, et les grands enjeux qui vont avec. Le système énergétique, donc c'est l'ensemble qui va de l'extraction des ressources énergétiques jusqu'à
leur transformation, leur transport, leur distribution, leur consommation, donc toute cette chaîne-là, et donc qui fait le lien entre l'extraction de ressources et les modes de vie quelque part, parce que l'énergie, ça va être un énorme déterminant de nos modes de vie, ce qui nous permet de chauffer, de nous éclairer, de nous déplacer, de produire nos tables, nos chaises, etc. Donc, il est crucial que l'ingénieur de demain ait ces clés de compréhension d'où émergent nos modes de vie quelque part. Et donc, c'est important de faire ce focus sur le fonctionnement global du système énergétique. Ce qui va un peu avec, c'est ce que j'appelle l'économie physique, c'est-à-dire essayer de décrire l'économie au travers des flux physiques qui la sous-tendent. Alors, moi, je fais le focus sur l'énergie. J'imagine qu'Olivier Vidal a fait le focus sur les matériaux. Il me semble que les deux sont très importants. Donc, l'économie vue comme quelque part un organisme qui va prélever des ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques. Elle transforme ces ressources. Donc, vu qu'il y a transformation, il y a énergie en jeu. Donc, on transforme en consommant l'énergie qu'on a extraite. Ça génère des déchets par ailleurs et ça nous permet d'alimenter nos modes de vie, donc nos productions de biens et nos productions de services et la consommation de ces biens et de ces services. Donc je pense que c'est utile de créer ce lien entre ce qu'on appelle l'économie et les sous-jacents physiques de cette économie, notamment l'énergie et les matériaux. Il me semble utile aussi de comprendre chaque sous-système énergétique, je veux dire par vecteur, c'est-à-dire comprendre comment, par exemple, le système électrique fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un système électrique? Quelles sont les différentes unités de production de l'électricité? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau électrique? Comment le réseau électrique fonctionne? Quelles sont les contraintes qui s'appliquent à ce système électrique et donc à la distribution d'électricité, à son transport? Comment l'électricité est composée et consommée, dans quel type d'application, à quelle hauteur, donner les ordres de grandeur, etc. Il me semble utile de donner aussi quelques bases de sociologie aux étudiants. C'est sûrement quelque chose qui m'a manqué et je mettrai ça aussi dans le... Il y a la macroéconomie aussi qui m'a manqué, hein, je pense, en tant qu'étudiant ingénieur. La sociologie, pourquoi? Parce que je parle beaucoup des modes de vie, mais c'est important qu'on comprenne justement ces modes de vie, qu'on comprenne pourquoi les gens ont besoin d'énergie, comment ils la consomment, en quoi ça participe à leur mode de vie, et en quoi ça participe aussi à leur construction d'identité, pourquoi pas même, en quoi ça participe ou pas à leur construction culturelle, etc. Donc, il me semble important de faire le lien entre le système technique qui est le système énergétique, et le système humain, les usages qui vont autour de ce système technique. Et si vous invitez Maxime, d'ailleurs, sur le numérique, il mettra aussi l'accent sur cette notion de système technique versus système d'usage du système technique. Et donc, je trouve utile d'avoir quelques bases de sociologie pour aborder ces sujets-là. Des bases de macroéconomie. Alors pourquoi ça me semble important? C'est que donc, comme je le disais, l'énergie est au cœur de l'économie, et donc si on modifie, si on veut faire une transition énergétique, il va falloir changer les vecteurs énergétiques, on va devoir se débarrasser des vecteurs fossiles, et donc ça va impacter la production, c'est-à-dire ça va impacter comment les usines fonctionnent, il va falloir peut-être changer des procédés, il va peut-être falloir changer d'activité de production, et ça, donc ça met en jeu des emplois, et en parallèle, en face, ça met forcément en jeu la consommation, parce que si on produit moins d'un truc, ça veut dire qu'on consomme moins de ce truc. La consommation est égale à la production, modulo les stocks, mais qui, sur le temps long, sont censés être nuls. Donc, pour moi, il est important de développer ce lien fort entre la production et la consommation, qui sont en fait la même chose. Et donc, si on agit d'un côté, si on dit on va baisser la consommation d'un truc, ça veut dire qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des emplois qui sont en jeu. Il faut bien que l'ingénieur de demain soit conscient de cette boucle macroéconomique et qu'il puisse la décrire et un peu la comprendre, etc. En termes de compétences, donc j'en ai un peu parlé, la méthode prospective par scénario, qui est une méthode utile à avoir en tête et qui permet de se poser plein de questions dès lors qu'on veut se projeter dans un avenir incertain.
Et ça peut être utile pour la prospective en entreprise, etc. aussi. Je dirais l'approche par ordre de grandeur, alors à manier toujours avec précaution, hein, les ordres de grandeur, les règles de 3 qui sont chères à notre président, mais qui peuvent être très puissantes dès lors qu'on est en train de débroussailler un sujet qui n'a pas encore été trop débroussaillé par l'ingénieur, parce qu'il permet de focaliser les efforts sur les vrais sujets, sur les sujets importants. Donc c'est l'ordre de grandeur et la règle de 3 qui permet d'obtenir l'ordre de grandeur sont des outils qui peuvent être utiles pour dire bon, bah, c'est ce sujet-là qu'il faut regarder. Si par exemple je veux décarboner la mobilité et que je m'aperçois que la mobilité pour, je ne sais pas, pour aller faire des démarches administratives, ça ne représente que 2% de la mobilité et des kilomètres parcourus, c'est peut-être pas le premier sujet que je vais aborder, même si par ailleurs ce sera un sujet qui serait médiatique ou j'en sais rien. Donc voilà, essayer de se focaliser sur les vrais enjeux en regardant les ordres de grandeur. L'approche système, évidemment, qui a en fait un ensemble de compétences et de réflexes à acquérir. J'ai déjà parlé un peu de la pensée autour du besoin, essayer de vraiment penser le besoin avant de proposer des solutions. Ça, c'est une tendance parfois de penser tout de suite solution, dire bon, bah, faut se déplacer, hop, la voiture. Ok, c'est la voiture. Non, on essaie de vraiment décortiquer le besoin, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres solutions possibles en fonction des trajets, en fonction de, etc. Et tout en tenant compte aussi et en mettant l'accent sur les contraintes nouvelles qui vont arriver sur nos différents systèmes techniques. Donc je pense en particulier à la contrainte carbone, à la double contrainte carbone. Et cette pensée besoin et contrainte, ça, il me semble, ça permet de faire émerger les bonnes questions pour le XXIe siècle. Je pense qu'il faut aussi penser de plus en plus en termes d'interaction, et ça c'est tout à fait dans l'optique de l'approche système. Pourquoi ça? Parce qu'on est en train de changer un peu de paradigme économique, j'ai envie de dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on passe caricaturalement des 30 glorieuses ou d'une phase de croissance relativement forte à une croissance qui est de plus en plus faible actuellement. Et ça veut dire qu'à cette époque de croissance forte, on pouvait dire aux ingénieurs, vous développez à plus 5% par an le réseau électrique, vous développez à plus 5% par an le réseau gazier, vous développez à plus 5% par an le réseau autoroutier, etc. Donc quelque part, c'est un monde sans vraiment de contraintes, et donc il n'y avait pas tellement à penser les interactions entre ces différents grands systèmes, et il n'y avait pas tellement d'arbitrage à faire entre ces différents systèmes. Alors dans un monde qui va être contraint énergétiquement, ou contraint en termes d'émissions carbone, en tout cas dès lors qu'on fixe des contraintes, ça veut dire qu'on doit maintenant aborder les sujets beaucoup plus en termes de priorisation de l'énergie qu'on va mettre ici, qu'on va mettre là. Est-ce qu'on décide de dépenser du carbone plutôt là? Bon, bah alors il sera plus disponible pour cette activité-là. Donc il faut arbitrer, et d'un seul coup, tout se met à interagir les uns avec les autres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir. Pour moi, c'est une manière de penser très utile là, dans la période qu'on aborde, cette pensée en interaction. Une pensée aussi de manière multicritère. Alors ça, c'est particulièrement vrai, je pense, pour tous les exercices de prospective. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on développe tant en ingénierie. Si je caricature un peu, hein, j'ai l'impression que dans ma formation ingénieur, on pose un problème et puis il y a une solution. Voilà. Et donc ça, c'est simple, c'est tranché, c'est bon ou c'est pas bon. Alors, dans la prospective, au vu des incertitudes et au vu de la complexité des systèmes, on peut plus se contenter d'avoir un seul indicateur phare qui va donner la solution, et il suffirait d'optimiser cet indicateur et on trouve le meilleur système ou le système unique qui va répondre. Non, il faut plutôt penser en termes de dashboard avec plein d'indicateurs, en tout cas plusieurs indicateurs. Évidemment, il faut essayer de prioriser ces indicateurs, et puis il y a des modalités pour mettre en avant certains et pour quand même prendre des décisions avec une multitude d'indicateurs. Mais pour moi, il est important de conserver différents indicateurs pour permettre
de discuter, de débattre sur chacune des visions possibles, surtout si ce sont des systèmes humains qui donc impliquent beaucoup de parties prenantes. Il faut être capable de faire dialoguer ces parties prenantes, et des systèmes de dashboard ouverts euh, peuvent être très utiles, y compris des dashboards qui gardent des indicateurs qualitatifs et pas forcément quantitatifs. C'est-à-dire en tant qu'ingénieur, on a beaucoup envie de mettre des chiffres, mais parfois il est plus puissant de d'écrire des choses avec des mots et de raconter des choses. Je reviens par exemple sur les modes de vie. C'est utile d'avoir quelques chiffres pour étayer comment les modes de vie évoluent, mais ça peut aussi être assez puissant de raconter, comme je disais, raconter l'histoire d'un citoyen, de différents types de citoyens, pour qu'on puisse se figurer les modes de vie dans ce monde qu'on propose après, ou dans ce nouveau système qu'on propose après. Et peut-être une compétence, donc ça rejoint un peu les bases de sociologie, mais je pense que l'ingénieur de demain doit être capable de communiquer avec plein de parties prenantes, ce qui est en lien avec les interactions, de plus en plus d'interactions, et peut-être aussi de plus en plus de défiance vis-à-vis de la science, vis-à-vis de l'expertise. Et donc je pense que l'ingénieur doit aller voir les gens et comprendre ce que les gens pensent, les convaincre, etc. Et donc être capable d'aller vers les parties prenantes et de dialoguer avec elles. Voilà. Merci beaucoup. Sujet complexe, sans mauvais jeu de mots. Euh, Si ça te va, on va passer aux questions. Et Alors, donc tu as parlé du système et des éléments qui constituaient le système. Alors, comment peut-on en penser au niveau du système lorsque l'on n'est pas expert de chacun des composants? Par exemple, comment peut-on penser le système énergétique français sans être à la fois un expert du réseau électrique, des systèmes de production électrique, des systèmes de chaleur des logements, des approvisionnements fossiles, etc. très bonne question. Alors ça, c'est toute la complexité de l'ingénierie des systèmes, c'est que l'ingénieur système est plutôt un ensemblier. C'est-à-dire que c'est un peu le médecin généraliste. Il est expert en rien, mais il est capable de comprendre assez vite les grands enjeux et de faire ressortir, en allant justement parler aux différentes expertises, de leur poser les bonnes questions pour faire ressortir les enjeux clés qui vont, qui vont permettre de bien représenter le système de manière efficace. Donc, ne pas se perdre dans les détails et être capable de comprendre dans de ce que l'expert raconte, de comprendre ce qui va vraiment être important pour le système global. C'est ça tout l'enjeu, et ça nécessite quand même une bonne connaissance de base des différents sous-systèmes. On ne peut pas être novice complet sur les sous-systèmes. Il faut avoir quelques notions pour rapidement comprendre l'expert qui va nous parler. Et notamment, tu as parlé des différents types de systèmes, notamment système technique ou système humain. Donc, oui, c'est un petit peu la même question. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre des macro-systèmes comme ça qui sont vraiment très, très différents? Entre technique et humain, c'est vraiment très différent. Oui, ouais, c'est pour ça que je propose quelques bases de sociologie. Alors, je ne sais pas à quel point ça peut être développé, parce que c'est vrai que c'est une discipline très différente, euh, mais qui reste du domaine de la science. Donc, moi, ça me semble utile de donner aussi des bases pour qu'on puisse aller discuter vraiment avec des sociologues qui, eux, vont pouvoir nous apporter leur point de vue sur la crédibilité de tel ou tel mode de vie qu'on va décrire, ou aller consulter un sociologue pour qu'il nous montre un peu les grands points de blocage dans ce qu'on peut proposer. Par exemple, si je propose de réduire drastiquement la surface habitable, le sociologue va me dire bah, attention, là tu vas complètement à l'opposé des tendances actuelles, il faut que tu racontes quelque chose pour étayer ce point de vue-là. Qu'est-ce qui change politiquement, qu'est-ce qui change culturellement? Et donc, cette interaction avec le sociologue, il faut que je puisse la comprendre et ensuite en faire ressortir ce qui va être utile pour mon scénario et pour ce que je peux proposer pour la suite, tout en montrant les limitations. Donc ça va permettre de confronter et de faire apparaître des limitations éventuellement de ce que je raconte. D'accord.
Ensuite, une autre question qui n'a rien à voir, c'était à propos des outils. Tu as parlé notamment des outils de simulation. Est-ce que selon toi, il y a des outils qui permettraient de simuler les effets rebonds? Et je précise ce que peut être un effet rebond. C'est souvent l'augmentation de l'utilisation d'un système en conséquence d'une amélioration de son efficacité. C'est important parce que les ingénieurs sont souvent là pour améliorer l'efficacité des systèmes ou des composants. Donc, par exemple, l'amélioration de la consommation électrique des composants électroniques, elle a plutôt entraîné une intensification des usages plutôt qu'une réduction globale de la consommation du secteur de l'électronique. Donc, est-ce que tu connais des outils qui permettraient de simuler ces effets rebonds, sachant toute la complexité qui peut y Ah avoir? ben, moi, je dirais là comme ça, a priori, que l'outil de dynamique des systèmes pourrait être un tel outil, dans le sens où tu es capable de représenter avec un tel outil des interactions de ce type. C'est-à-dire tu fais dépendre le niveau de consommation de ton équipement, tu le fais dépendre de son efficacité. Donc tu peux imaginer un intermédiaire par le prix, dire voilà, bah, il est plus efficace, donc il est moins cher, donc les gens vont plus l'acheter, et créer des boucles comme ça qui permettent de resimuler un effet macroéconomique d'une plus grande consommation qui au final va outrepasser les gains d'efficacité unitaire que tu as fait sur ton équipement. Ça peut être ce genre de choses. Après, les macroéconomistes, eux, ils vont plutôt te donner un pourcentage d'effet rebond. Sauf que ça, c'est pas très praticable parce que c'est souvent très focalisé sur une application et ça, je vois pas trop comment ça s'intègre. En fait, si tu veux, les études macroéconomiques ou économétriques, elles vont dire, bon, bah, si on fait, par exemple, si on augmente l'efficacité des moteurs des voitures, bon, bah, effectivement, on va parcourir un peu plus de kilomètres. Donc, ils vont donner une sorte d'élasticité entre les deux. Sauf que c'est très dépendant du pays, c'est très dépendant, etc., etc. C'est des chiffres qui sont un peu difficiles à utiliser tels quels, alors que peut-être que de les réintégrer dans un modèle de type dynamique des systèmes, ça permet de comprendre les grandes tendances et les grandes dynamiques qui peuvent se créer, voire même en ajustant les chiffres, voir si ça peut créer d'autres dynamiques. Donc si dans certains cas l'effet rebond peut ne pas outrepasser le gain, voilà, ça peut être intéressant. Comme ça, tu peux simuler l'effet d'une loi qui viendrait quand même restreindre la consommation, même si l'équipement est plus efficace. Voilà, comme ça, c'est a priori ce que je dirais. Ok, merci. Je reviens un peu sur une question qu'a posée un peu Damien, mais posée différemment. Comment on intègre, vous avez montré que tous ces systèmes ils sont super complexes, d'un point de vue technique notamment, mais pas que. Donc, comment on intègre dans tous ces systèmes les enjeux non physiques tels que la géopolitique? Et après, si je prends ma casquette enseignant, comment on fait pour enseigner tout ça à un ingénieur? Aujourd'hui, on a déjà des programmes qui sont super chargés. Depuis qu'on fait des auditions pour le Shift, on rajoute des choses qui sont super intéressantes, mais comment on fait le lien entre tout ça? Vous avez une idée? La méthode prospective, elle répond un petit peu à ça, dans le sens où elle va dire que l'ingénieur, lui, va être capable d'aller voir un expert de la géopolitique, de faire un entretien de 2 heures avec l'expert. Il va en retenir ce qui est important pour lui, pour son scénario, pour la construction de différents scénarios. L'expert géopolitique m'a dit que éventuellement la Chine allait monter en puissance de telle manière, ou alors éventuellement que les États-Unis reprendraient le dessus. Je dis vraiment n'importe quoi, mais pour l'exemple. Et comme ça, l'ingénieur va se dire, d'accord, bon bah, j'ai peut-être deux grandes histoires à raconter là sur la géopolitique. Donc ce qui est important à mon avis, c'est de donner une petite base de géopolitique, peut-être, je ne sais pas, une conférence de 2 heures là-dessus, et ça permet de sensibiliser l'ingénieur à ces grands enjeux-là et de lui faire garder en tête que ça existe. Mais je vois pas trop, enfin, il ne faut pas le rendre expert en géopolitique, ça paraît effectivement inconcevable, mais peut-être mettre un petit vernis culturel sur certains aspects annexes, la géopolitique, la sociologie, pourquoi pas la psychologie, les sciences sociales,
voilà, des choses comme peut-être l'histoire aussi. Ça peut être l'histoire des grands réseaux, ça peut être intéressant. D'accord. Alors, dans votre présentation, vous avez beaucoup parlé du mot système, du mot systémique. Moi, j'ai l'impression que ce mot systémique, aujourd'hui, il est utilisé à toutes les sauces. Vous pourriez en donner une définition un peu précise? Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le mot systémique? Et par exemple, quelle différence vous faites entre systémique, holistique, par exemple, qui pour moi sont assez similaires? Est-ce que pour vous, c'est pareil, pas pareil? Alors, holistique, moi, c'est un mot que j'utilise pas du tout. Donc, je pourrais pas trop le... En tout cas, en ingénierie, je ne l'ai pas trop vu. Systémique, c'est... comme je le disais, hein, à mon avis, cette approche systémique, c'est plutôt un cadre méthodologique. C'est une manière de se poser des questions qui peuvent être utiles pour bien comprendre un système complexe. Et donc, quelque part, l'approche systémique se définit par son sujet d'étude, les systèmes complexes. Mais après, c'est une approche qui est assez créative dans le sens où il y a des outils qui sont sans cesse créés pour étudier tel type de système ou tel autre type de système. Après, je pense qu'il y a quand même quelques constantes. Je parlais des DODA views au départ, là, les différentes vues que propose le Department of Defense. Ça, c'est des trucs assez standards dont on peut assez vite voir si ça pose des questions utiles sur le problème qu'on est en train d'étudier. Donc, on n'est pas obligé de les appliquer tous un peu bêtement, mais se dire, OK, cette manière de voir mon système, est-ce que ça m'apporte des questions nouvelles? Est-ce que ça m'apprend des nouvelles choses sur le système que je suis en train d'étudier? Si oui, alors je vais essayer de l'appliquer, je vais me poser les questions qui vont avec. Donc, c'est plutôt des cadres de questionnement. Moi, je le vois plus comme ça. C'est un peu comme si on vous posait une nouvelle liste de questions sur le système à l'étude. Et à mon avis, pour enseigner ça, ça doit se faire par projet. C'est-à-dire que là, par exemple, le discours que j'ai tenu est trop théorique. On ne voit pas bien à quoi ça sert. Et moi, quand j'ai pris des cours d'ingénierie des systèmes, je trouvais ça presque un peu du bon sens. Mais en fait, à mon avis, il faut faire des projets et faire un projet, je ne sais pas, d'une semaine où les étudiants sont face à une mission complexe. Ils doivent tenter d'imaginer un système qui va remplir une mission complexe. Et on leur donne quelques outils, on leur donne des outils qu'ils peuvent utiliser s'ils en ont besoin. Et comme ça, ils voient le besoin de ces outils émerger. Parce que quand on pose de but en blanc un problème complexe, en fait, on n'a pas les bonnes questions qui viennent tout de suite. Et on voit l'intérêt, une fois qu'on est face au problème, on voit l'intérêt de se poser ces questions-là. Alors, je me souviens qu'en école d'ingénieur, j'avais eu une petite formation comme ça. On nous demandait d'imaginer un système qui permettrait d'aller étudier un nouvel objet qui était apparu en orbite autour de Mars, qu'on venait de découvrir. Donc, c'était un peu science-fiction, etc. On disait, voilà, il y a ce nouvel objet inconnu, on n'en sait pas plus, il est en orbite autour de Mars, proposer un système et une mission qui permettent d'aller explorer cet objet-là. Et là, on avait vu tout l'intérêt d'avoir un ensemble de questionnements au préalable avant de se lancer dans la conception d'un objet physique, quoi. Vous avez dit un système, c'est un assemblier. Donc, pour vous, la vision système, elle est vraiment macroscopique. Comment on fait le lien ensuite pour venir à cette vision macro au micro et vice-versa? Comment on fait ces allers-retours entre le macro et le micro? Il y a certains outils qui permettent de le faire. Alors, j'ai un peu parlé de Legend-Based Modeling qui permet, c'est ce que vous nommez, là, sans le dire, c'est l'émergence, les phénomènes d'émergence. C'est-à-dire, même si je comprends très bien sur certains systèmes ce qui peut se passer au niveau micro, par exemple, je connais très bien comment fonctionne une cellule de peau, une cellule de muscle, etc. Pourtant, ce n'est pas en comprenant très bien comment chaque cellule fonctionne que je vais comprendre comment fonctionne un être humain. Il y a certains outils qui permettent de créer un lien, donc Legend-Based Modeling qui permet de dire que chaque petit système, chaque système micro a des comportements assez simples vis-à-vis des autres agents du système. Et ensuite, je fais des simulations et je vois émerger des comportements un peu plus macro.
Mais ça, c'est pour des systèmes, à ma connaissance, c'est pour des systèmes relativement simples, comme les comportements des foules, etc. Si je veux vraiment, par exemple, je prenais l'exemple du corps humain, si je veux vraiment passer du niveau micro au niveau macro, à mon avis, c'est deux sujets d'études différents. Je ne peux pas être expert, c'est pas en étant expert de la cellule et des interactions entre les cellules que je vais devenir expert en psychologie, dans le sens où je vais mieux comprendre un être humain. C'est-à-dire que l'objet d'étude change. Il faut passer à l'objet d'étude macro, quoi. Donc, il n'y a pas toujours des liens, hein, je pense pas. Pas encore, en tout cas. J'avais deux questions sur les systèmes énergétiques, Nicolas. Première question, plutôt que les incertitudes, quelles sont les certitudes, selon toi, sur lesquelles repose le système énergétique? Alors, on connaît bien quand même les lois de la physique à propos du système énergétique. On sait comment un système électrique fonctionne, on connaît plein de choses sur la propagation d'énergie dans les câbles, on sait comment les systèmes énergétiques fonctionnent techniquement. Après, ce qui est très incertain, c'est tout ce qu'il y a autour, et donc tout le côté plus humain, institutionnel, politique, macroéconomique, justement. Et c'est pour ça qu'on doit passer par des scénarios. Mais on a quand même des choses tangibles qui sont les lois de la physique. Et nous, au Shift, on essaye le plus possible de s'appuyer là-dessus pour, en tout cas, écarter tous les scénarios qui ne seraient pas plausibles. En tout cas, il y a cette base. Et au-delà de cette base, des tendances très très lourdes, souvent on pense à la démographie. On va dire, bon, bah, la démographie, elle est assez stable, elle est prédéfinie parce que on connaît la population aujourd'hui, sa structure, et c'est des inerties qui sont très longues. Mais ça fait fi de certains rebouclages, ça fait fi du rebouclage sur le changement climatique, par exemple, qui, s'il s'exacerbe, etc., va peut-être, dès une vingtaine ou une trentaine d'années, modifier la démographie par des événements climatiques extrêmes, etc. Donc, voilà, je dirais qu'il y a des inerties différentes en fonction des composantes qu'on regarde autour du système. Et la démographie a l'air d'être celle qui est la plus inertielle, j'ai l'impression. Après, il y a certaines grandes technologies, par exemple la fusion, on a l'impression que c'est pas prêt pour en tout cas ce que disent les experts, c'est que ce ne sera pas prêt avant 60, 70 ans, en tout cas commercialement parlant. Voilà, il y a certaines technologies aussi sur lesquelles on se dit, bon, là ça va prendre beaucoup de temps. D'accord. Et si on voulait justement construire un système énergétique qui soit vraiment bien résilient, c'est-à-dire capable de résister à des chocs, peut-être qu'il aurait un certain niveau de complexité, peut-être qu'il serait surdimensionné. Donc, est-ce qu'un tel système énergétique résilient pourrait-il être sobre? C'est-à-dire, voilà, est-ce que ces deux notions s'opposent? Sobriété et résilience, selon toi? Alors, la résilience, j'en ai pas parlé. Hmm. Donc c'est un terme qu'il faut définir, parce que là, tu as la résilience un peu technique du système. Donc si j'entends bien, ce sera un système qui doit apporter, répondre aux besoins à tout instant. Et donc peut-être qu'on va faire de la redondance, on va avoir tendance à le surdimensionner pour qu'effectivement il réponde aux besoins à tout moment. Mais ça peut être résilient à des chocs exogènes. Euh, et en effet, un choc exogène, nous, qu'on a en tête au Shift, ce serait par exemple une baisse de l'approvisionnement pétrolier, ce qui rendrait difficile le fait de surdimensionner ton système, par exemple, d'avoir une capacité de production électrique absolument massive. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire que tu peux rendre ton système résilient en jouant là sur les usages. Tu vois, il y a des gens qui proposent on s'habitue à consommer plus à telle heure ou à telle heure, ou qu'en tout cas sur certains usages, par exemple l'eau chaude, le chauffage, etc., on puisse jouer sur le moment où on appelle l'énergie, parce qu'il y a des inerties thermiques, etc. Et ça se fait déjà pas mal. On peut aussi jouer sur la consommation de certaines industries qui sont prêtes à ne plus consommer à tel et tel moment, moyennant un paiement. Voilà, il y a ce qu'on appelle la flexibilité de la demande. On peut jouer un petit peu sur la demande, ce qui peut ajouter de la résilience. On peut jouer sur différentes capacités de stockage, à différentes longueurs de temps, différents échelons de temps.
Donc voilà, est-ce qu'on réfléchit que sur le système technique à besoin constant? Est-ce qu'on se pose aussi la question de réfléchir aux besoins pour éventuellement s'adapter aux contraintes techniques? Voilà, ça, c'est des réflexions à avoir, je pense, dans le cadre d'une vision résilience du système électrique. Oui. Et une autre question là, concernant les différentes dimensions qu'il faut intégrer dans un système. Certaines peuvent être difficilement prédictibles. On pensait notamment au prix des matériaux qui peuvent être parfois sujets à spéculation et du coup diverger de ce que vont prédire les lois économiques. Alors comment intégrer ces imprédictibilités, par exemple, liées à la spéculation? Alors souvent, ce que font les prospectivistes, c'est qu'ils vont utiliser des modèles qui ne sont pas du tout basés sur des modèles spéculatifs. Donc ils vont plutôt faire des modèles offre-demande et dire, bon, bah là, il y aura un peu plus d'offres que de demandes, donc le prix va baisser, et puis là, etc. Et donc finalement, ils prennent des courbes de prix qui sont un peu toujours les mêmes d'ailleurs et qui sont assez stables, quoi. Globalement, si tu prends le prix du pétrole dans les projections qui sont faites par l'AIE, etc., c'est des courbes qui montent gentiment comme ça. Donc il y a plus de sujet de spéculation, si tu veux. Donc c'est une des faiblesses, hein, clairement, de la prospective actuellement. En tout cas, on pourrait au moins faire des analyses de sensibilité sur cette variabilité. Est-ce que ça jouerait beaucoup, pas beaucoup? Quel serait l'effet d'une telle variabilité? Donc pour moi, c'est un sujet d'incertitude qu'on devrait prendre en compte en prospective et qu'il faudrait étudier, parce que ça se trouve, c'est peut-être pas tant un sujet que ça, parce qu'en fait, les industriels prennent des options et donc en fait, finalement, eux, ils voient un prix assez stable. Donc, je ne sais pas à quel point le prix spot, là, le prix en temps réel, joue au niveau macroéconomique. En tout cas, ce sera un sujet à intégrer, je pense, en prospective. Si on revient sur la partie plus connaissance-compétence, est-ce qu'à votre connaissance, il existe des cours de systémique dont vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, défini? Et si oui, ces cours-là, est-ce qu'un ancien chercheur, on va dire, qui maîtrise tel ou tel domaine, mais pas la complétude des domaines, peut enseigner ça facilement? C'est un gros travail de formation? C'est facile? Comment vous le sentez ça? Parce que ça va être un des enjeux pour nous. Alors moi, j'avais pris des cours d'ingénierie système comme ça au Georgia Institute of Technology aux États-Unis, à Atlanta. Et donc, ils avaient un pôle d'expertise dans le département aérospatial. Donc, ils étaient plutôt spécialisés sur les systèmes aérospatiaux. Mais n'empêche que c'était un pôle de recherche sur ces sujets d'analyse des systèmes, de conception des systèmes, etc. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, peut-être que vous pouvez vous inspirer. Je pense qu'il y a d'autres universités qui proposent des cours de ce type-là. Et je pense qu'un professeur d'automatique, enfin, c'est assez proche. Il y a pas mal de sujets qui sont assez proches de l'automatique. Ce serait peut-être l'un des sujets les plus proches, parce qu'il y a toutes ces questions de rebouclage, d'interaction qui sont déjà incluses. Après, vous pouvez inviter des industriels aussi, peut-être des intervenants industriels qui pratiquent l'ingénierie des systèmes. En France, alors moi je travaille dans les moteurs d'avion, donc il y avait pas mal d'ingénieurs systèmes dans les moteurs d'avion, mais il y en a aussi chez les avionneurs, il y en a chez le nucléaire, il y en a dans les réseaux électriques, je pense, chez RTE, chez EDF certainement. Donc il y a aussi des intervenants de l'industrie qui pourraient participer à ces cursus. Ces outils-là, parce que si je prends, je connais un peu l'INSA Toulouse, ben, effectivement, les mécaniciens, les automaticiens, ils ont ces outils-là dans leur boîte à outils. J'ai l'impression que c'est moins vrai si je parle des biochimistes ou si je parle des génies civils. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est lié au métier, ou est-ce que c'est plus générique que ça? Comme vous dites, il est possible que, alors je ne connais pas assez bien les domaines, mais il est possible qu'un biologiste, sur certains aspects, ou ceux qui étudient les écosystèmes, ils ont forcément des notions
de systémique aussi, mais je ne connais pas assez bien ces disciplines pour dire à quel point ils pourraient développer cet aspect système de leur discipline. Mais j'aurais tendance à dire que si la personne est extrêmement spécialisée dans une chose, ça va certainement rendre plus difficile comme vous disiez tout à l'heure, l'aspect macro, donc cette prise de recul et voir l'interaction, avoir une plus grande ouverture sur ce qui se passe sur les systèmes autour de ce que j'étudie. Donc, pour caricaturer, peut-être qu'un doctorant sur telle fonctionnalité de la cellule chez l'être humain de la peau va avoir du mal à décrire les interactions entre les poumons, le cœur, le système sympathique, etc. J'y connais pas grand-chose, hein. Mais peut-être qu'un anesthésiste réanimateur qui voit le corps humain comme une chose plutôt en entier, comme un organisme complet, va être plus à même d'avoir cette vision plus systémique. Voilà, donc peut-être que dans chaque discipline, il y a l'expertise et puis le systémier. C'est un peu l'hypothèse que j'ai là. Le système technique est devenu trop complexe. Il faut des super ingénieurs qui doivent être formés à l'économie, à la politique, à la sociologie, etc. Ce qui paraît un peu illusoire. Est-ce que la priorité, ce ne serait pas de simplifier le système et donc de former des ingénieurs capables de justement simplifier ce système-là, au lieu de les former à la complexité, les former à simplifier le système? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question, mais alors oui, on peut effectivement penser à simplifier le système, et notamment on parle des low-tech, la conception low-tech, la conception modulaire, réparable, etc. Mais finalement, c'est une forme de complexité à mon avis, parce que dès qu'on rentre dans la réparabilité, la recyclabilité, la plus longue durée de vie, etc., à mon avis, c'est aussi des méthodes de conception qui demandent, ce sont des méthodes particulières qui demandent de penser que mon produit il va avoir une autre fin de vie, que finalement là on passe d'une économie qui est assez linéaire à une économie qui est un peu plus circulaire. En tout cas, c'est ce qu'on promeut d'un point de vue des matériaux. On aimerait bien que les matériaux restent dans l'économie. Et pour moi, ça va augmenter, j'ai l'impression que ça augmente la complexité, sauf à réduire vraiment beaucoup le niveau de vie. C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être politiquement là un choix sur un niveau de vie bien moindre, et dans ce cas-là, oui, on a moins besoin d'ingénieurs en système complexe, ou bien essayer de maintenir un niveau de vie un peu plus complexe, mais vu qu'on veut circulariser tout ça, ça demande quand même encore pas mal de réflexion sur la complexité. J'ai pas de réponse très tranchée là-dessus. Et si on revient sur l'enseignement de l'ingénierie système, là cette fois-ci côté ingénieur que l'on forme nous, un ingénieur pour qu'il intègre cette dimension-là dans sa vie professionnelle de tous les jours, il a besoin d'être un expert, il a besoin qu'on le forme avec quelques compétences. Quel niveau vous voyez de compétences qu'on doit donner à nos ingénieurs pour qu'ils soient aptes à utiliser ça dans leur prochaine vie? Pour moi, il faut plutôt je pense que c'est un peu le rôle de l'école d'ingénieur en général, leur donner des ressources documentaires et leur donner le déclencheur intellectuel de se dire « Ah là, je suis face à ce problème-là qu'on me pose, et ben, je me souviens qu'en école, on m'avait filé ces ressources documentaires, ces méthodes-là, etc. Et je suis capable d'aller les recomprendre assez vite. » Donc, c'est pas l'école d'ingé, à mon avis, elle ne forme pas directement un expert, mais elle forme quelqu'un qui va être capable, face à un enjeu donné, un problème donné, d'aller retrouver les bonnes méthodes et les outils intellectuels qui vont lui permettre d'aborder ce problème-là. Donc, pour moi, il ne faut pas former un expert, il faut former quelqu'un qui va être capable de retenir qu'on lui a parlé de tel et tel sujet, telle et telle méthode, telle et telle approche, tel et tel outil, quand il se trouve, si jamais il se trouve au cours de sa carrière face à tel type de problème. Tu parlais des différentes incertitudes, mais que finalement la physique, ça faisait partie des bases sur lesquelles on pouvait quand même pas mal se reposer. Mais la question de la personne, c'est justement, est-ce qu'on n'essaie pas de s'en extraire dans les discours en disant que, par exemple, l'énergie verte, ça n'existe pas, par exemple? Oui, je pense qu'il y a en effet une sorte d'injonction impossible pour l'ingénieur, c'est-à-dire quelque part on demande à l'ingénieur de créer un découplage entre la croissance économique et la croissance physique, alors que ça paraît hautement improbable. C'est un peu ça la question.
Oui, je pense qu'il y a de ça, hein. Donc, il y a des challenges certainement dont on va faire peser le poids sur les épaules de l'ingénieur, alors que c'est des challenges qui en fait n'en valent pas la peine. Euh, L'ingénieur, il doit être capable pour moi de dire, d'avoir cet esprit critique et de challenger le besoin. Je parle de challenger le besoin et donc d'avoir cette analyse du besoin et de dire, bah non, en fait, c'est pas cet objectif-là qu'on me fixe n'est pas le bon. Je suis pas d'accord avec cet objectif et je suis capable de justifier à mon employeur pourquoi, d'après moi, cet objectif-là n'est pas le plus pertinent et qu'en fait, pour répondre il faut challenger le besoin, quoi. Et ça, c'est très utile, hein, y compris pour les systèmes techniques. On va challenger le besoin auprès du client et ça peut faire avancer, ça peut améliorer le produit, de faire ça. Donc on peut, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on peut challenger le besoin par contre, si je reviens sur le système électrique et le 100% ENR par exemple, là pour le coup, il existe des solutions techniques pour que ça puisse advenir. Après, la vraie question, c'est combien de ressources ça va prendre. Euh, Est-ce que ça ne va pas trop augmenter la complexité? Justement, on en revient à cette question-là. Est-ce qu'on saura gérer un tel système? Est-ce qu'on saura le maintenir? Combien de ressources matérielles il aura besoin? Et puis pour le construire, combien de ressources énergétiques? Donc voilà, ce challenge-là, quelque part, il y a eu de la recherche, etc. Et finalement, on se dit que c'est un challenge qui est atteignable techniquement parlant. Très bien. Je crois qu'on va arriver à la dernière question. Ah, peut-être qu'il y en aura encore une autre, on verra. Donc les ingénieurs travaillent rarement tout seuls, ils sont souvent en interaction avec de nombreux métiers, techniciens, acheteurs, des décideurs, des clients, etc. Selon toi, faut-il qu'ils puissent élargir cette vision systémique aux autres acteurs, justement? Et comment faire pour propager cette vision, s'il faut le faire? Je pense que cette culture système, c'est plus, comme je disais, c'est plus une pratique. Alors je pense que c'est difficile, rien que simplement d'en parler aux gens. Je ne sais pas si ça va déclencher disons, une illumination système. Je ne sais pas, j'ai du mal à croire ça. Euh, Après, peut-être que dans la manière de présenter les choses, dans la manière de dialoguer, euh, ça peut, en fait, il s'agit de poser des nouvelles questions à ces interlocuteurs et donc, si je leur montre des indicateurs auxquels ils n'avaient pas forcément l'habitude, mais je n'ai pas forcément d'exemple concret, hein, mais euh, de faire prendre conscience à l'acheteur qu'en fait, il aurait intérêt à penser à tel autre facteur auquel il n'avait pas forcément pensé, parce qu'au final, ça va quand même impacter, je sais pas, son travail ou ses choix. Ça peut être utile. Mais j'ai pas d'exemple concret comme ça, donc je me sens pas forcément très pertinent sur cette question. Donc l'ingénieur pourrait quand même être finalement le vecteur un peu de la transmission de cette vision système, c'est un peu au cœur de son métier finalement, Ouais, il pourrait essayer, dans mais certains secteurs. par la pratique de son métier, Oui, voilà. pas en parlant explicitement, je pense. Oui, c'est ça. Plus en présentant des indicateurs, des informations supplémentaires qui font réfléchir l'interlocuteur. Le monde de l'entreprise est-il vraiment prévisible ou malléable à une approche, une remise en perspective des systèmes et à une approche pluridisciplinaire des sujets? J'ai envie de dire, hein, un peu cyniquement, si c'est dans son intérêt, oui. Ouais. Euh, et c'est pour ça que en France, on a quand même des grands systèmes complexes et on incite, hein, dans le spatial, ils ont un peu de mal à développer cette approche système, mais ils savent que ce serait très bénéfique pour eux, notamment avec l'arrivée des SpaceX, etc., qui sont capables de développer des systèmes complexes extrêmement vite. Euh, je sais qu'ils essayent de s'adapter, qu'ils essayent d'infuser cet esprit système et ces méthodes. Donc, s'il y a un intérêt derrière pour produire mieux, plus vite, à moindre coût, euh, clairement, ils s'y mettent, hein. Donc, oui. Donc après, quel est le cadre aussi législatif? Le cadre pourrait jouer là-dessus. Si d'un seul coup, les entreprises doivent tenir compte de la contrainte carbone et donc d'une
plus grande complexité dans leurs produits, doivent rechallenger leurs besoins, reproposer de nouvelles solutions, je pense qu'ils vont s'y mettre. On a aussi une question qui ne s'adresse pas forcément à toi, donc je vais essayer de répondre. C'est par rapport au fait que finalement, il faudrait former nos ingénieurs à pouvoir intégrer plus facilement la gouvernance des entreprises, même qu'elles soient PME, TPE ou grosses sociétés. Et oui, tout à fait, on est bien d'accord avec ça. Et il est clair que l'ingénieur doit aussi être vecteur de transformation dans son entreprise, si je peux le dire de cette manière. On te remercie pour ton intervention. Merci beaucoup à Si tu veux tous. rajouter un Bonne mot, Claude. soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.